débat. Avec vous pour le 10h midi, nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Kerima Mendes. Bonjour, vous êtes blogueuse. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. Et Fergan Aziari, vous êtes délégué général de l'École de la Liberté et chargé d'études à l'IREF, c'est l'Institut de recherche économique et fiscale. On va parler d'Emmanuel Macron qui lance le grand débat sur les retraites. La semaine dernière, il devait se rendre à Rodez et la mort de Jacques Chirac a fait que cette visite n'a pas été possible. Il y retourne donc aujourd'hui. À quoi bon? Est-ce que ça sert à quelque chose? Le fisc qui veut traquer les réseaux sociaux. Alors, on en a un petit peu parlé hier, mais le fisc souhaiterait pouvoir accès à tout ce que vous faites sur Internet. En gros, si vous cherchez Ferrari ou Lamborghini, on va se demander pourquoi vous êtes allé chercher ça avec votre salaire de misère et si vous cachez pas un petit peu d'argent, de pognon quelque part. Et puis Éric Zemmour, on n'en a pas parlé ici, il maintient ses propos sur l'islam et l'immigration. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Kerima. Oui, tout de suite, c'est un coup de gueule. Alors moi, c'est un coup de gueule, c'est concernant l'affaire Adama Traoré. Donc l'affaire Adama Traoré, si on reprend un peu les faits, c'est un jeune garçon qui a été interpellé par les gendarmes en 2016. Donc au cours de cette interpellation, il est décédé. Sa famille a décidé de porter cette affaire devant la presse et devant la justice en justifiant que les gendarmes auraient assassiné ce jeune garçon. Les rapports de police disent le contraire, disent que ce garçon serait mort d'une crise cardiaque. En 2018, elle a publié un post sur Facebook en disant mon frère a été assassiné, et elle a mis les noms des 3 gendarmes qui étaient là lors de l'interpellation. Donc après, moi je comprends tout à fait que la famille puisse être en colère et puisse demander justice pour son frère. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est cet engouement de la presse. Cet engouement de la presse et de certains hommes politiques, notamment Alexis Corbière et Olivier Besancenot. Il faut savoir que cette jeune femme a été convoquée avant-hier par la police pour une mise en examen pour les propos, la divulgation des noms des 3 gendarmes. Et là, je vois les messages de Olivier Besancenot et notre ami Alexis Corbière, tout d'un coup, qui disent « mais justice pour Adama Traoré ». Donc, j'aimerais juste rappeler qui est Adama Traoré. Adama Traoré n'est pas Malik Oussekine. Adama Traoré a un casier judiciaire, ce n'est pas une feuille de chou, c'est une armoire à glace. Il est très connu de la police. Les faits qu'il a commis sont très graves. Dans cette affaire, on n'entend jamais parler des victimes. Les victimes de Adama Traoré qui sont traumatisées à vie. Et je trouve quand même qu'il est dangereux qu'on mette ce garçon sur un piédestal, alors que ce qu'il a commis, c'est grave. Il y a une justice en France. Cette affaire sera jugée. Donc laissons la justice faire son travail. Mais ne mettons pas ce garçon... politisation de l'affaire. Mais cette affaire est... Oui, peut-être une réaction. Nicolas Corato. Effectivement, Adama Traoré était notoirement un délinquant. Après, il est mort pendant une interpellation. Ce qui pose une vraie question. Ce qui nécessite une enquête, vous le dites, ce qui nécessite que la justice aille au bout. Et ce qui pose aussi le problème il faut le dire, de la qualité des interpellations en France, de ce qui se passe pendant les interpellations. On en a parlé beaucoup pendant les Gilets jaunes, on peut aussi en parler beaucoup pour ce qui se passe en banlieue. S'il est mort d'une crise cardiaque réellement parce qu'il était malade, est-ce que ça... il y a eu 3 rapports il y a eu quand même 3 rapports de police qui disent que ce garçon est mort d'une crise cardiaque. Vous savez, la justice, ce qui est important, la justice, c'est le contradictoire. Donc là, pour l'instant, c'est la police qui parle. Non, c'est les rapports d'experts, excusez-moi. C'est la police qui parle et c'est l'inspection générale de la police nationale qui parle. Il faudra aller au bout et laisser la justice faire. Mais ne pas politiser ni dans un sens ni dans un autre cette histoire. C'est pas normal aujourd'hui qu'un jeune homme dans la force de l'âge meurt d'une crise cardiaque pendant une interpellation. Mais ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, bien sûr, Valérie. Ça peut arriver. Je veux dire par là que l'argument qui est de dire son casier judiciaire était plein ne vient absolument rien apporter au fait qu'on puisse rechercher la vérité sur une action qui n'est pas banale.
Voilà, à 25 ans, on décède pas d'une crise cardiaque. Mais Voilà. la problématique, elle est pas là. Mais Nicolas, vous pouvez pas dire ça. On peut décéder d'une crise cardiaque à 25 ans. Non, mais ça pose la question des rapports d'enquête. Enfin, on a la même question avec Zineb Redouane. Ça n'a rien à voir. Là, c'est une Marseillaise octogénaire qui ferme ses volets et qui meurt suite à une grenade lacrymogène qu'elle prend en pleine face. Et là, on conclut qu'elle meurt des suites opératoires. Or, vous avez une contre-expertise faite en Algérie qui dit bien qu'elle est morte vraiment de suite d'avoir pris une grenade dans la figure. Donc il y a un doute sur la qualité des rapports. Et c'est normal qu'on soulève ce doute parce que derrière, il en va de nos libertés. Mais la problématique, c'est pas de soulever le doute. Je suis pour qu'on soulève le doute et je comprends totalement que la famille ne soit pas... ne se satisfassent pas de ce que la police dit ou la gendarmerie dit. Moi, ce qui me dérange, c'est que des hommes politiques comme Alexis Corbière ou Olivier Besancenot, à coup de communiqués de presse, s'érigent tout d'un coup et voudraient nous en faire... Mais parce que c'est un sujet politique, même si vous non, pour moi, c'est du clientélisme. Pour moi, non, c'est une forme de clientélisme. Voilà, c'est d'aller chercher des gens... C'est du clientélisme. Ils sont dans leur rôle. On peut le regretter, peut-être avec des arguments qui ne correspondent pas. Non, moi, je ne peux pas m'avancer sur cette affaire parce que je la connais très mal, mais en effet, je partage ce que vient de dire monsieur, c'est qu'il faut faire confiance aux institutions, la justice, et s'assurer que la séparation des pouvoirs fonctionne bien pour précisément apporter cette contradiction qui est nécessaire face à une police qui défend ses intérêts, qui est peut-être biaisée dans sa description des réalités. Mais pourquoi cette présentation-là, vous pouvez faire tout à fait l'inverse? Oui, non, mais bien sûr. Mais on peut présenter cette affaire d'une autre manière. Vous avez tout à fait raison, mais moi, encore une fois, je ne vais pas m'avancer sur cette affaire parce que je la connais très mal, donc je m'en remets aux institutions et au pouvoir judiciaire pour mener cette enquête correctement. Allez, on passe... Vous voulez réagir ou pas Ça pourrait être mon coup de gueule et réagir parce qu'on parle de clientélisme. Moi, hier, j'ai rencontré des policiers et différents responsables syndicaux. Il y avait la manifestation des policiers hier qui était très mobilisée. Voilà, j'ai pu parler avec certains d'entre eux qui font part d'un énorme malaise au sein des rangs syndicaux pour clientélisme, justement, où certains responsables syndicaux de la police font pas vraiment leur boulot, où il y a un travail énorme qui est fait sur le terrain pour remonter des cas de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Les suicides, la plupart des suicides de policiers sont dus aux conditions de travail. Exactement. Parce que la hiérarchie fait du sale boulot et qu'elle est couverte. Et là, vous avez un vrai problème. Et il y a un policier syndicaliste qu'on connaît ici, c'est Alexandre Langlois. Tous m'ont dit qu'il était le meilleur et qu'il dérangeait. Et c'était bien le seul à faire ce boulot-là. Eux faisaient du boulot et ils ne se mettaient pas autant en danger que lui, mais ils étaient assez unanimes pour dire qu'il faisait un sacré boulot. Après, il y a des histoires de guerre intersyndicale. Vous connaissez comment ça marche entre les différents, les uns et les autres. Non, mais je vous dis ce que j'ai entendu. Le témoignage de Linda Kebab était plus intéressant hier quand elle parle des Black Blocs en disant on les connaît, on sait où ils sont, on sait qui ils sont et si on les arrête pas, c'est quoi on nous dit de pas les arrêter. Donc il y a un malaise dans la police et les policiers sont les premiers à le dénoncer. Les premières victimes. Et voilà. Et à un moment, il va falloir arrêter cette hypocrisie, arrêter que M. Morvan ou M. Castaner couvrent ces faits-là parce qu'il en va encore une fois de nos libertés et de notre socle démocratique, quoi, simplement. Ouais. Donc qu'on arrête de traiter les gens qui font leur boulot de séditieux, qu'on leur mette des procès parce que soi-disant ils auraient des actions qui seraient anti-républicaines, c'est faux. Ils font ce qu'ils peuvent pour sauver ce qui reste à sauver. Ouais. Un mot ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord et peut-être préciser que le problème du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il est co-géré par des syndicats de policiers depuis des années, que les ministres de l'Intérieur passent, mais que c'est les mêmes syndicats qui continuent à tenir en fait le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Et ce qu'on a vu hier, c'est pour la première fois une manifestation qui ne vient pas des syndicats. Il y a une manifestation de la base des policiers qui exprime un mal-être. C'est une intersyndicale pour la première fois qui est respectée au contraire. Parce qu'ils étaient dépassés par une pression qui venait de la base. Le côté, ce clientélisme-là qui est à la tête du ministère de l'Intérieur a atteint ses limites. Enfin, 51 suicides. Voilà. Et on sait pourquoi. Et on doit le dénoncer. Et ça doit cesser. Mais on n'a pas aussi peut-être le bon ministre de l'Intérieur actuellement. C'est un ministre de l'Intérieur qui est très... c'est un autre débat. qui est très en dehors quelque chose qui m'interpelle avec cette discussion, c'est qu'on n'arrête pas de parler des dysfonctionnements du ministre de l'Intérieur, mais on ne parle pas des dysfonctionnements du Parlement, qui est quand même l'institution qui est censée contrôler l'administration et le gouvernement. On est dans un régime qui se veut semi-parlementaire. Je remarque qu'on est quand même l'une des démocraties les plus faibles d'Europe. Donc on est tous en train ici de dénoncer des dysfonctionnements, mais on n'entend pas du tout la voix
poids du Parlement qui, dans la conception, dans notre philosophie démocratique occidentale, est quand même censé être le contre-pouvoir, censé contrôler précisément les éventuelles dérives clientélistes que vous dénoncez là. Et ça pose aussi, là encore, une question institutionnelle sur la qualité, tout simplement, de notre système démocratique. Mais est-ce que le Parlement, justement, a le pouvoir qu'il avait il y a quelques années en arrière de... Parlez bien dans le micro. Aujourd'hui, on sait que l'exécutif en France est quasiment irresponsable. Enfin, c'est quand même l'une des caractéristiques de notre régime semi-présidentiel. On a un exécutif qui est affranchi de toute responsabilité. Alors, il est élu une fois tous les 5 ans, mais ça ne suffit pas. C'est pas ça qui fait la qualité d'une démocratie. Et donc, là encore, on passe notre temps à conspuer un exécutif, mais on devrait aussi se poser la question des incitations que cet exécutif a à rendre des comptes face à un Parlement qui aujourd'hui est très faible comparé aux standards des autres démocraties occidentales. Alors, regardez on a tous en tête le vote à main levée où Richard Ferrand, clairement, on a recompté après avec la vidéo. Il faut un arbitrage vidéo à l'Assemblée comme sur les terrains de foot, ça suffit quoi. Parce que là, l'arbitrage est clairement en faveur d'un camp contre un autre. Nicolas Corato. Oui, moi, une fois n'est pas coutume, c'est plutôt un coup de gueule, mais même un énorme coup de gueule. Je rentre de l'île de Lesbos, où je suis allé pour des raisons professionnelles visiter le camp de Moria. Alors Lesbos, c'est une île qui est à 15 km des côtes turques. Et dans cette île, il y a un camp, le premier hotspot qui accueille les migrants, les réfugiés qui arrivent via la Turquie. J'y suis allé dimanche, je suis revenu hier matin. Et entre-temps, s'est déclaré un incendie dans ce camp qui est bondé. Et dans cet incendie, une femme et son bébé sont décédés. Cet incendie a généré ensuite des émeutes puisque les réfugiés se plaignaient de l'absence que j'ai constatée de pompiers. Il n'y a pas de pompiers dans ce camp. Dans ce camp, il y a 14 000 personnes, alors qu'il avait été conçu pour 3 000 personnes. Et contrairement à ce que j'entends beaucoup en France, ce pas des hommes, 65% sont des femmes et des enfants. Il y a pour 14 000 personnes 12 policiers, un médecin, un psychologue, et c'est l'armée qui fournit la nourriture. Le rythme d'arrivée est de l'ordre de 1000 par semaine en ce moment, puisque Erdogan a relâché et fait pression sur l'Europe pour réclamer des milliards pour relancer l'économie de son pays. Moi, ce que j'ai constaté sur place, c'est que on laissait volontairement ce camp se détériorer, histoire de dire pas d'appel d'air. Vous savez, si on les traite bien, ça va forcer les autres à venir. Moi, j'ai constaté qu'on les traitait très mal, c'est-à-dire qu'on les laissait livrer à eux-mêmes, mais qui continuaient à arriver, tout en sachant les conditions dans lesquelles ils seraient. Et quand vous discutez avec le ministre grec de l'immigration, il vous explique qu'il a arrêté les transferts de l'île vers le continent parce que la population et l'opinion publique n'acceptent plus de voir des migrants dans les rues d'Athènes et qu'il vaut mieux les laisser dans cette île, dans une île où il y a 25 000 habitants pour 14 000 migrants. Moi, je dis à un moment que, et c'est mon coup de gueule, moi j'ai entendu dimanche beaucoup parler de la Convention de la droite, assez peu parler de l'incendie dans le camp de Moria, et je dis à ceux qui étaient à la Convention de la droite qu'à force d'avoir une bataille culturelle et d'impliquer et d'instiller cette idée folle du grand remplacement, on en arrive à ce que des hommes politiques en Grèce prennent des décisions qui concourent à faire mourir des gens dans des îles et dans des camps qui sont plus gérés. Et je pense qu'à un moment, il faut que chacun mette en face sa responsabilité. Est-ce que c'est cette théorie du grand remplacement qui entraîne cette politique-là en Grèce ? Je peux vous dire que quand vous écoutez, moi j'ai rencontré le ministre de l'immigration à Athènes mardi matin, je peux vous dire que c'est exactement ce qu'il vous dit, qu'il a une population qui ne veut pas être submergée, il emploie ce mot, par les migrants, et c'est la raison pour laquelle il n'assurera plus de transfert. Mais il y a un principe de réalité aussi qui est que la Grèce ne peut pas accepter et tout à fait. La seconde chose qu'on voit à Moria, c'est la faillite de l'Union européenne. Il n'y a pas un seul représentant de l'Union européenne dans l'île. Et on laisse le gouvernement grec se débrouiller. On va reparler de l'Union européenne et du Brexit avec vous dans un instant, Fergan, parce que c'est votre coup de gueule. On y revient avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio, des coups de gueule qui prennent un petit peu de temps ce matin, mais c'est un débat intéressant. Nicolas Corato, pas mal de réactions à ce que vous disiez, et certains auditeurs vous reprochent de faire la morale à d'autres pays, alors qu'en France, on n'est pas tellement meilleur pour l'accueil des migrants quand on voit comment on les traite. Ça n'empêche pas de parler de Lesbos. Oui, ça n'empêche pas de parler de Lesbos, mais c'est vrai qu'on n'est pas, exemplaire non plus. Fergan Aziari, votre coup de gueule ? Alors moi, mon coup de gueule, c'est sur les annonces de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, il y a 2 jours, sur son plan concernant donc, le Brexit. Moi, je constate que la classe politique britannique n'a pas compris qu'un véritable Brexit, ce sera forcément un Brexit sans accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. On a une Union européenne qui ne veut pas transiger sur le fait qu'elle veut conditionner la libre circulation des marchandises à l'adoption par le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord
des réglementations européennes. Or, précisément, les Britanniques, quand ils ont décidé de faire sécession de l'Union européenne, ont aussi exprimé le fait qu'ils ne voulaient pas des réglementations européennes et donc se soumettre à l'autorité des bureaucrates de Bruxelles. Face à ça, la seule solution, en fait, pour avoir un Brexit authentique et ne pas dénaturer le référendum, c'est un Brexit sans accord, ce que beaucoup de commentateurs voient avec pessimisme, mais en ce qui me concerne, je suis convaincu que le Royaume-Uni a la faculté de demeurer une nation commerçante ouverte à la mondialisation. L'euroscepticisme britannique, il est beaucoup plus éclairé que l'euroscepticisme français. C'est un euroscepticisme qui ne rejette pas la mondialisation comme peuvent le faire aujourd'hui les populismes de droite comme de gauche. Donc moi j'ai confiance en la capacité de cette nation à demeurer une économie ouverte sans l'Union européenne. Je pense qu'il devrait tenter ce pari-là. C'est bien, vous êtes très optimiste. Il y a plusieurs choses. En fait, le problème de ce Brexit, c'est que aujourd'hui, Boris Johnson joue une stratégie politique de court terme pour obtenir des réélections et avoir une majorité, pouvoir le faire. Mais c'est pas du tout dit qu'il va gagner. Le premier qui a fait ce calcul-là, c'était David Cameron, en disant on va faire ce truc et comme ça, je vais virer les eurosceptiques de mon parti et on va reprendre la main. Ça a été totalement l'inverse. Il se pourrait que Johnson soit dans la même configuration. Le problème, moi, que j'ai avec cette façon dont on force la main des Britanniques à dire il faut qu'il y ait un accord et que ce soit Johnson comme les Européens. On voit le discours d'Emmanuel Macron qui est très sévère en disant il y en a marre, il faut qu'il s'en aille. Non, un accord. Regardez le temps qu'il faut pour rédiger des accords commerciaux internationaux. Il faut 8 ans, 10 ans. Et là, on demande aux Britanniques de sortir sans texte, ou alors avec un texte bâclé, parce qu'on ne va pas faire un accord, sortir des traités européens en 2 ans. Donc, il faut leur laisser le temps. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, avec Poulain. C'est-à-dire que le libre-échange peut tout à fait prospérer sans accord commercial aussi. Il y a des pays qui se sont ouverts unilatéralement au commerce mondial. Ça s'appelle le modèle singapourien. La colonisation. Le modèle singapourien qu'on a beaucoup vanté. C'est soit une politique de comptoir que font les Chinois, soit la colonisation. Hong Kong, on parle beaucoup de Hong Kong. Hong Kong a construit sa prospérité sur un port franc. Oui, sur une politique de comptoir. Politique de comptoir. Mais parce que c'était les Anglais qui étaient derrière. Pourquoi on ne pourrait pas? Ça s'appelle la colonisation. S'il n'y a pas d'accord. Le Royaume-Uni, en 1840 et des poussières, ont aboli les corn laws. Ils ont inauguré une ère de libre-échange unilatérale. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des puissances commerciales dans leur sens uniquement. Ils ont pillé des richesses de pays. Il ne faut pas se faire unilatéralement sans accord. Non, c'était simplement du pillage et de la colonisation. Moi, je voulais votre avis sur cette info. Alexandre Benalla serait en marche vers les municipales en Seine-Saint-Denis. Alors ça, c'est la meilleure de l'année. C'est génial. Alors, il est très actif sur Twitter et beaucoup se demandent si c'est pas un fake, mais c'est son vrai compte. C'est son vrai compte. Absolument. Donc, il serait tenté de se lancer dans la politique en Seine-Saint-Denis. Pourquoi pas? Il est incroyable, Alexandre Benalla. Moi, je trouve qu'il a raison. Il a compris comment ça marchait. Il troll tout le monde. Ça marche. C'est ce que fait Zemmour à un autre niveau. Donc, c'est des trolls professionnels. Troll, vous savez, c'est ce métier sur les réseaux sociaux pour aller un peu ennuyer le camp adverse en disant tiens, t'as vu ce que je fais, t'es pas capable. Il prend les municipales comme encore une marche supplémentaire de sa communication. Reste que les affaires sont toujours là et que viendra le temps de la justice. Oui, étonnant de ce... Oui. Mais il a compris le système, il a compris comment fonctionnait le système. Il n'a rien eu. Quand il était au cœur du pouvoir, il s'en est sorti, mais tranquillement et sereinement. Il est sorti de cette histoire-là, non inquiété, la perquisition. Il y a des procès en cours. C'est ce que je vous dis. Voilà, oui, mais même s'il a eu des procès en cours, ils vont pas avoir lieu maintenant. Donc le type, il a le temps de se présenter à une élection municipale, de faire son show comme il le fait pratiquement tous les jours, parce que c'est vraiment un cirque. Alexandre Benalla, c'est un cirque. Et alors, je vois son compte Twitter, il met être dionysien, ce n'est pas être né à Saint-Denis, c'est y renaître. Mais oui, mais c'est incroyable. Mais ça, il a changé sa PP hier. Voilà, oui, donc c'est un petit l'avance, un petit peu. Et moi, je serais candidat au municipal à Saint-Denis, je regarderais ça attentivement, parce que c'est connaissant le personnage et son talent, on va dire ça entre guillemets, pardon, mais de communication ou de disruption, parce que c'est la marque d'En Marche. Oui, moi je regarderai ça attentivement. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Emmanuel Macron, donc le président de la République, qui est à Rouen, pas à Rouen justement. Le joli lapsus. On aimerait l'y voir. Voilà, parce que j'ai vu un auditeur qui dit à 2 lettres près, effectivement, il était à Rouen. Non, il est à Rodez. Est-ce qu'il aurait dû aller à Rouen?
ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Meilleur score au Scrabble, Rodez. Oui, c'est vrai, Rodez, c'est mieux. Il y a un Z et plus de lettres. Le grand débat sur les retraites. Pourquoi faire? C'est une opération de com, il est en campagne. Bref, toutes ces questions avec vous, 0826 300 300. Avec vous, on revient sur l'actualité. L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui se rend ce soir à Rodez et non pas à Rouen. Des échanges qui devraient durer une bonne partie de la soirée. C'est un grand débat, comme sur le modèle de celui qu'il avait, parce qu'il en a fait plusieurs, qu'il avait animé pendant la crise des Gilets jaunes. Donc le gouvernement communique sur les retraites, en tout cas tente d'expliquer. Mais je vois pas très bien ce qu'il va aller y faire ce soir, dans la mesure où, ce débat sur les retraites, il est très compliqué. Mais justement. Il est très compliqué, c'est inutile. Alors, et puis, la crise des Gilets jaunes, moi je préfère utiliser le terme mouvement des Gilets jaunes parce que ça continue, donc c'est plus une crise, on est dans autre chose. Et sur le fait, on a bien vu ce grand débat qui était une mise en scène, des sermons, des prêches quotidiens sur toutes les chaînes d'infos continues. Emmanuel Macron, dans sa pratique de la parole publique, de la parole présidentielle, il évite les journalistes, il évite les questions qui fâchent, il ne fait que de la propagande. Donc c'est des caméras qui le filment faire des prêches et des sermons en disant qu'il a raison, qu'il a compris, et soit c'est à une tribune internationale, l'ONU, le Bureau international du travail, etc., soit depuis l'Élysée, soit en se mettant en scène auprès d'un casting, les gens qui sont là sont soigneusement triés sur le volet, pour dire ah oui c'est bien, on est en train de débattre avec les Français, c'est super, regardez, je comprends, je suis un président qui s'implique, qui est au terrain. Mardi, quand des journalistes veulent lui poser des questions sur Rouen, il évite la presse qui est mise bien loin de lui à Strasbourg, pour qu'aucune question ne soit posée au président sur des sujets qui fâchent. Donc ça suffit, dénonçons ces exercices pour qui sont des exercices de propagande d'État. Surtout que ça fait l'effet inverse. Je veux dire, ils communiquent encore sur les retraites. Ils ne discutent pas avec les journalistes, donc il n'y a vraiment aucune communication dans ce gouvernement. Leur communication, pour moi, c'est du zéro. On ne communique pas, on ne sait pas. Donc c'est tribune sur tribune, ils continuent les tribunes. Moi je trouve que c'est très mauvais puisque ça fait l'effet inverse. Et le Français, qu'est-ce qu'il se dit? Finalement c'est un homme qui ne discute pas réellement avec son peuple, c'est des textes appris, il est là, puis vous dit je vous ai expliqué, c'est vous qui ne comprenez pas, il faut m'écouter parce que c'est moi qui ai raison. La démocratie, ce n'est pas ça du tout, c'est d'écouter l'autre et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Avec Emmanuel Macron, on n'est pas du tout là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Et là, qu'est-ce qu'il va y faire alors, Nicolas Corato? Il va utiliser 4-5 heures d'exposition médiatique à plein régime pour reprendre un peu la main, parce que il est intelligent, Emmanuel Macron. Il a bien vu que, et je pense que c'est le seul qui en ait vraiment pris conscience au sein de son gouvernement, de sa majorité, qu'effectivement la crise des Gilets jaunes n'était pas une crise réglée, que le mouvement il était toujours là, et que cette crise dans les territoires, elle est pérenne, et elle va certainement engager tout son quinquennat. À Rodez, il prend pas trop de risques. Rodez, ils ont voté à 60% pour la liste En Marche aux dernières européennes. Le maire est un fanatique du président de la République, et les invités ont quand même été triés sur le volet, donc normalement ça devrait bien se passer. C'est pas un débat non plus, parce que le format c'est quoi? C'est je pose une question au président de la République et c'est le président qui répond. Mais il ne me redonne pas la parole si je ne suis pas d'accord avec ses arguments. Donc c'est toujours lui, effectivement, qui conclut, qui explique qu'il a raison ou que vous n'avez pas bien compris. Et puis ensuite sur la réforme des retraites, qui est une réforme effectivement éminemment compliquée, mais si on regarde bien politiquement, c'est assez simple. Sur la réforme des retraites, il a des éléments de langage qui sont ceux de Jean-Paul Delevoye d'ailleurs, qui sont de dire, en fait, c'est parce que cette réforme est trop complexe et trop technique que vous n'avez pas compris à quel point elle était bonne pour vous. Mais quand on vous l'aura expliqué, quand moi, Emmanuel Macron, je vous aurai expliqué tout ça, qui ne relève pas, j'en suis d'accord, de votre niveau d'expertise, vous verrez à quel point le ciel est bleu et l'avenir est radieux. Et c'est exactement le discours qu'on va voir ce soir. C'est la preuve qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est pour imposer au final la réforme. Patria disait sur les antennes de Public Sénat qu'il fallait faire plus de communication, certainement pas plus de débat. Donc ce qui est cet exercice, non seulement c'est de la communication, mais c'est en plus un meeting de campagne, parce qu'il est là pour aider son futur maire de Rodez, qui va rentrer en campagne. Donc ça suffit, payé par nos frais, encore une fois. Fred nous dit trop complexe, ça veut dire vous êtes des cons. Oui, c'est un peu ça. Philippe est en ligne avec nous. Bonjour Philippe, vous nous appelez d'Arles, c'est ça? Eh bien écoutez, oui, tout à fait. Alors, ce qui est extraordinaire,
vous m'avez un peu enlevé le pain de la bouche, puisque tout ce que vous avez dit, je ne peux qu'y souscrire à 100 000%. Alors c'est vrai que le responsable, M. Legendre, je crois qu'il s'appelle, avait dit à un moment à l'Assemblée nationale qu'ils étaient trop intelligents, qu'ils avaient été tellement intelligents qu'on ne les avait pas compris. Et vous venez de dire carrément que c'était des cons. C'est un auditeur, je me contente de retransmettre. Voilà. Je vais aller encore plus loin. Mais je vais aller dans le sérieux, là, ce coup-ci. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire que ce que j'ai dit n'est pas sérieux, je vais aller plus loin dans le sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de vraie démocratie, parce que je pense que la France n'est plus une démocratie depuis très longtemps. Ça s'appelle la Suisse. J'y ai vécu, j'y ai fait mes études. Là-bas, vous avez des référendums, des initiatives populaires, vous avez une votation, et on respecte le droit des électeurs. On a un pays très décentralisé aussi en Suisse. C'est un pays qui est très démocratisé, qui est très décentralisé. Et donc, je pense que le modèle de « je vous questionne, cause toujours tu m'intéresses », ça c'est le modèle français. Vous l'avez dit, c'est de la propagande. On ne sait plus si on est en Union soviétique, chez Kim Jong-il, je ne sais pas qui. Et donc les Français n'adhèrent absolument pas à ça. Alors il va falloir réinventer la démocratie en France. Et il n'y a pas besoin d'être trop intelligent pour la réinventer. Mais quand le président va à la rencontre des Français, est-ce qu'il ne participe pas de la démocratie? Cédric nous dit qu'il ne veut pas passer par le prisme des journaleux. Au moins, il s'adresse directement aux Français. Et il dit qu'il n'est pas macroniste, mais qu'au moins, pendant 3 heures, on va le voir à la télé, on va écouter ce qu'il dit. C'est de la propagande. Alors c'est de la propagande ou de l'explication de texte. Après vous faites votre opinion effectivement. Non, mais ce débat est vraiment une vaste fumisterie qui en plus occulte la question de fond, celle de la soutenabilité du système de retraite. Vous disiez tout à l'heure que la question est compliquée, je voudrais un petit peu tempérer ce propos-là. C'est en fait très très simple. Depuis Vichy, on a un système de retraite qui fonctionne par répartition. On sait que ce système est condamné par les lois de la démographie. Nous avions 3 cotisants pour un retraité dans les années 70, on a aujourd'hui 1,5 cotisants pour un retraité, et avec l'évolution de la démographie, ceci ne va pas s'arranger. Face à cette perspective démographique, on sait, ça fait des décennies qu'on en parle, ça fait des décennies que plein d'autres pays l'ont fait, on sait que la seule voie possible, c'est de réintroduire ce qu'on appelle de la capitalisation. Donc de l'épargne retraite, ce que beaucoup de gens font déjà en réalité, puisque quand Madame Michu compte sur le loyer que verse son locataire parce qu'elle a acheté un petit logement quand elle était jeune active et qu'elle aujourd'hui bénéficie de ses loyers pour ses pensions, elle a fait de la capitalisation, elle a épargné, elle a investi dans l'économie et elle gagne un loyer ou un dividende qui permet de vivre, de vivre et profiter de ses vieux jours. Donc tant qu'on n'aura pas mis sur la table la question de la capitalisation, tant qu'on n'aura pas vaincu les sentiments anticapitalistes des Français qui font qu'ils se méfient de l'épargne, qui est le seul système soutenable pour assurer des retraites. Mais là, vous faites de la propagande, là aussi. Oui, non, mais tout le monde sait en off que c'est la seule voie de sortie. Attendez, quand on commence par tout le monde sait, ça finit mal. On va à 2100, on va continuer comme ça à repousser l'âge de la retraite. Non, mais c'est pas en tout cas. Oui, mais c'est votre thématique. Mais là, la thématique, c'est celle d'Emmanuel Macron aussi, de savoir. C'est imposer les fonds de pension en France, simplement. C'est pas un fonds de pension, c'est un système par points. Ça reste un système par répartition. C'est un système par points pour assurer la paupérisation des gens à la retraite qui vont, ceux qui ont les moyens, se tourner vers le système des fonds de pension, tout simplement. C'est pour ouvrir un nouveau secteur à la finance qui est le secteur de la vieillesse, comme on fait avec l'hôpital. Aujourd'hui, pourquoi on casse l'hôpital? Simplement pour que les cliniques puissent bénéficier de l'hôpital. Qui va vous intéresser, ou par incompétence. La retraite par répartition, je vais vous dire pourquoi ça pose un problème, la retraite par participation. Par répartition, parce que c'est 300 milliards d'euros qui échappent au marché. Oui, voilà. Et le sujet, il est là. C'est est-ce qu'on remet ces 300 milliards d'euros dans le marché, dans l'économie réelle, ou est-ce qu'on continue à se dire que c'est un sujet suffisamment sensible, suffisamment citoyen pour justement les protéger du marché? Qui va gérer ces 300 milliards d'euros demain? Et pourquoi voulez-vous protéger les gens du marché? Je veux dire, c'est quoi cet anticapitalisme primaire? Parce qu'aujourd'hui, on a déjà accès. On a investi aujourd'hui déjà. Vous n'avez pas d'épargne, monsieur? Vous n'avez pas de. Bien sûr que j'ai de l'épargne. Voilà, donc vous avez recours au marché comme tout le monde. Arrêtons. Et puis il y a aussi des choses sur lesquelles je trouve que c'est bien de ne pas avoir
recours au marché. Le système de retraite par répartition, la santé, l'éducation. Moi, je trouve que c'est bien que ça ne connaît pas recours au marché. Vous perpétuez un système, une lutte des âges qui va laisser aux générations futures, une lutte des âges qui va laisser aux générations futures, aux gens comme moi, parce que vous, voilà, vous êtes suffisamment âgés. Les jeunes comme moi, effectivement, trimés pour les têtes que vous auriez laissées. Et ça, c'est évidemment immoral et injuste. Pourquoi ça passe pas, cette attitude d'Emmanuel Macron? Mais ça passe pas parce on dit, ça pourrait être bien, on pourrait se dire c'est bien, il va à la rencontre des Français. Mais non, ça sonne faux comme à chaque fois. Comme à chaque fois, ça sonne faux. J'essaie d'étouffer quelque chose en essayant de rebondir sur autre chose et ça ne marche plus. Ce qui a fait le charme de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est que il était jeune, dynamique, il avait quelque chose à dire et il avançait sur quelque chose de nouveau. Sur quelque chose de nouveau est complètement retombé dans les abîmes, mais on a quelqu'un finalement qui reprend l'ancienne politique de l'ancien monde. Et cet ancien monde qui n'est pas très bon et qui sent même mauvais, quoi, dans sa manière de faire les choses. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Sur Sud Radio, on n'aura pas le temps de traiter de tous les sujets, mais je voulais qu'on parle d'Éric Zemmour. On n'en a pas parlé en débat ici. On a organisé un débat avant-hier. Éric Zemmour, hier soir, au cours de son talk-show, Zemmour Nolo est revenu sur ses... Enfin, il est revenu sur ses propos, mais il l'a dit, je maintiens et je n'injurie personne. Il a maintenu donc ses propos qu'il a tenus tout le week-end. Polémique, donc visiblement Paris Première a décidé de maintenir l'émission. Et puis la question est de savoir, est-ce qu'il faut effectivement lui donner la parole dans les médias ? Alors Alexis oui, qu'il ait la parole, mais qu'il ne dise pas qu'il injurie personne, parce qu'il a injurié toutes les victimes du nazisme, en disant que le nazisme était un peu rude, mais rien comparé à l'islam. Donc non, c'est de l'injure, c'est de l'invective, et c'était clairement un discours de combat, où il demandait aux jeunes Français qui avaient le courage de prendre les armes contre ces djellabas, cette armée d'occupation en djellaba. Donc il faut être conscient des mots qu'il dit, Éric Zemmour. Il a une responsabilité. Alors qu'il prenne plaisir à être un histrion à la tribune et à partir dans les tours et à avoir cette facilité verbale de sortir des idioties comme il le fait très bien, mais il a une responsabilité. Il est écouté, il est pris au sérieux. Lui, il prend ça comme un jeu intellectuel. Non, pourquoi pas. Je pense pas. Mais un peu quand même. Au moment où il va à la tribune de la Convention de la droite, c'est qu'il a envie de dire un peu volontaire, bien sûr. Choisi à dessein d'être la star du moment parce qu'on n'a parlé que de ça. Donc moi, je suis pour qu'il parle, mais qu'il soit responsable dans sa parole, parce que derrière, elle a des implications. Elle fait un écho dans la tête des gens qui vont l'écouter, qui vont le prendre différemment de lui, la façon dont il le dit. Et puis aussi, qui se défausse pas en se victimisant, ça suffit. Il y a des lois qui punissent les discours de haine. Il y a des lois qui punissent les appels au meurtre. Il y a des lois qui... Voilà. Et donc, il a été condamné en dernier ressort. Il a été condamné. Ensuite, il n'est pas du tout victime ou censuré. Il a son émission sur Paris Première. Il va arriver sur CNews. Il est toujours journaliste au Figaro, il me semble. Donc ça suffit. C'est quoi ce cirque? Lui, il ne demande rien. Lui demande rien. Moi, je ne demande pas à ce qu'il soit censuré. Il y a une pétition SOS Racisme. Il soit responsable dans sa parole. Zemmour, il faut qu'il continue à parler comme tous les autres, dans le cadre que prévoit la loi. C'est-à-dire, il y a quelques limites qui sont quand même des limites extrêmement lointaine. Il faut y aller très fort pour être condamné en dernier ressort pour incitation à la haine raciale. Et il y est allé très fort. Moi, la question que je me pose, je la pose aux chaînes de télé, je la pose aux médias. C'est moi, ce qui me choque, c'est pas que Zemmour parle, c'est que Zemmour parle tout seul. C'est-à-dire que CNews, il a une émission tout seul. Mais il l'a pas encore. Non, il ne l'a pas tout seul. Attendez, Nicolas. Chez Zemmour et Nolo, il joue l'animateur et l'invité en permanence. Il n'y a pas de contradicteur. Moi, ce qui me choque... Non, mais sur CNews, c'est pas du tout ce qui est a priori prévu. Oui, mais il doit y avoir des contradicteurs. C'est pas écoutez, moi, pour l'instant, j'ai pas vu toutes ces chaînes mettre beaucoup de contradicteurs en face de Zemmour. Il a Nolo qui est quand même un contradicteur. Non, attendez, il n'est pas contradicteur de Zemmour. Mais la problématique... Je veux dire, il est exactement... Mais la problématique n'est pas de ce que dit Zemmour, ce qu'il a fait à la Convention de la droite et que ça soit passé sur LCI de cette manière-là. Je trouve ça scandaleux. Ça aurait jamais dû passer de cette manière-là. Le problème de Zemmour, ce n'est pas qu'il parle ou qu'il ne parle pas, c'est quel statut il a.
Est-ce qu'il est polémiste? Est-ce que c'est un homme politique? Est-ce que c'est un journaliste? Et la problématique est là. C'est quand on l'invite à la convention de la droite. Pour moi, Zemmour est un homme politique. Il a fait quand même un discours. Pour moi, c'était le discours d'un homme politique. Allait se préparer peut-être à une éventuelle élection et il a rameuté tous les gens de droite. La problématique c'est pas ce que dit ou ce qu'il dit pas, parce que on a ce discours-là chez Marion Maréchal Le Pen, on l'a chez Marine Le Pen, on l'a chez d'autres hommes politiques de droite. C'est quel est son statut? Est-ce qu'il est journaliste ou est-ce qu'il est homme politique? Vous avez raison, quand Marion Maréchal Le Pen est invitée sur un plateau télé, il y a une contradiction. Elle n'est pas invitée en tant qu'éditorialiste, journaliste, animatrice. Mais donc elle est sur un statut de femme politique et donc on la contredit. Exactement. Mais lui, il arrive avec... il parle de censure, c'est ça qui est dingue. Non, il ne faut pas le censurer. Il y a des appels à la censure. Non, il ne faut pas le censurer, il faut le laisser parler. Il y a une enquête qui a été ouverte, ça c'est quand même quelque chose qui est invraisemblable. Vous savez, j'ai une vision assez absolutiste de la liberté d'expression. Je pense comme Tocqueville qu'en matière de presse, il n'y a pas de juste milieu entre la servitude et la licence. Donc moi je suis du côté de la licence et je me désole que beaucoup sont du côté de la servitude. Donc évidemment qu'il faut le laisser parler. Maintenant effectivement il faut lui apporter une contradiction, mais qui peut l'apporter cette contradiction? Parce que c'est bien gentil, mais monsieur Zemmour, le zemmourisme c'est quoi? Ce n'est que le pendant droitier d'un antilibéralisme qui accourt dans la quasi-totalité de l'intelligence française. Mais si non, quand il dénonce l'universalisme marchand, la mondialisation débridée, qui dénonce le libre-échange, il tient en réalité des discours... Non, mais il tient en réalité des slogans et des discours que vous pouvez aussi retrouver dans des meetings de Jean-Luc Mélenchon contre le capitalisme. Mais bien sûr, il est sur une problématique autre. Je veux bien qu'on lui apporte une contradiction, mais il partage des schémas mentaux qui sont quand même assez répandus, je crois, dans le débat public français. Deuxième point, pareil, quand il confond la démographie, l'ethnie, la culture, qui prévoit l'islamisation de la société parce que la démographie fait que... Là aussi, il a les mêmes schémas mentaux d'une gauche postmoderne qui n'arrête pas de confondre la critique d'une religion avec le racisme, ce qui relève d'une essentialisation des deux côtés. Donc, je ne suis pas d'accord. Pour lui opposer une contradiction, encore faut-il s'affranchir de ces schémas mentaux. Et je remarque que beaucoup de gens de dire qu'il n'y a pas de contradiction, apportons-lui des contradicteurs. Mais il a toujours eu des contradicteurs, Éric Zemmour, sur les plateaux de télé. Non, il était l'inquisiteur chez Ruquier, rappelez-vous. Il était l'inquisiteur. Et il a toujours été l'inquisiteur. Vous savez, Robert Ménard, qui a été animateur sur CNews, enfin à l'époque ça s'appelait autrement, et qui était animateur, mais également éditorialiste. C'est-à-dire qu'il se mettait en scène lui-même dans ses émissions, et ses émissions étaient des porte-voix pour ses thèses. Robert Ménard, il a fini maire de Béziers, il est rentré en politique. Éric Zemmour, il est sur la même tendance, c'est-à-dire qu'il utilise le système médiatique pour porter une parole qui est unilatérale, qui est la sienne, avec des objectifs cachés. Donc il y a un moment où effectivement je suis complètement d'accord avec vous. Moi ce que je réclame d'Éric Zemmour, c'est qu'il nous dise exactement ce qu'il veut faire de ce discours. Et on le sait. Enfin, c'était d'ailleurs mon édito lundi avec Patrick Roger sur cette antenne. Cette convention de la droite, ce que ça a été, c'était les fonds baptismaux d'un petit parti à la française. Mais est-ce que c'est vraiment ce que voulait Marion Maréchal Le Pen? Parce que quand on parle de la convention, quand on parlait de cette réunification des droites, c'était... Mais moi je trouve qu'elle a échoué. Parce qu'elle remet Marine Le Pen au centre. Et eux sont beaucoup plus à droite. Mais c'est pas ce qu'elle voulait. Je pense qu'elle voulait une sorte d'union des droites un peu... Non, ça c'est la façade. La stratégie, elle est de moyen terme, voire de long terme. Elle l'a dit d'ailleurs, elle ne sera pas candidate en 2022. Elle vise celle d'après. Et il a fallu 8 ans au Tea Party pour mettre Trump à la Maison-Blanche. Donc voilà, si vous calculez, il faut 8 ans à ce Tea Party français pour mettre Marion à l'Élysée, si ça marche. Alors, Cédric dit un truc très juste, le faire taire médiatiquement ne l'empêche pas de remplir des salles. Mais c'est vrai, c'est que ce qu'il a dit à la tribune, il le dit dans des réunions, dans des conventions. Il vend énormément, les gens vont le voir en conférence. Et puis il y a aussi un problème, je pense qu'il faudra aussi que la gauche regarde, et le regarde en France, c'est le problème de l'islamisme. Tant que ce problème-là ne sera pas réglé en France, on aura des Éric Zemmour qui pourront aller sur ce terrain-là. Exactement. Et la problématique, c'est qu'on a des politiques en France, c'est ce que j'appelle les islamo-gauchistes, qui se cachent derrière des prétendus droits de l'homme et ne parlent pas de ces choses-là, alors que ces choses-là sont très graves et qu'il faut les mettre sur la table. Et tant qu'on ne mettra pas ces choses-là sur la table, Éric Zemmour continuera
à remplir des salles, à faire des livres qui seront en rupture de stock et continuera son fonds de commerce. C'est aussi simple que ça. Alors, mais c'est pas qu'un fonds de commerce. Je pense qu'il est justement parce qu'il y a ce tabou-là, parce qu'il y a cet angle mort de la vie politique française. Personne veut parler d'identité, personne veut parler d'immigration réellement, personne veut parler d'islam politique. On n'a pas le droit. Que Zemmour a pu avoir une tribune pareille. Mais il faut lire Zemmour parce que ce qu'il dit, il faut comprendre ce qu'il dit. Moi, où je le critique, c'est qu'il est très conscient de la portée de sa parole et il est dans l'excès, il est dans l'hystérie et ça c'est dangereux et c'est là où il devrait avoir eu un principe de responsabilité parce qu'il est autre chose maintenant, il est effectivement un homme politique, enfin quelqu'un qui a une parole qui compte, alors il doit avoir cette responsabilité qui va avec la parole qui compte. On n'est pas là pour faire du spectacle, or lui il fait du spectacle, je lui en veux pour ça. On a Didier en ligne avec nous, bonjour. Oui, bonjour Valérie, bonjour vos invités. On vous écoute. Je vais vous appeler pour Zemmour, simplement pour dire, moi si vous voulez, à 60 ans, j'ai quand même un certain recul et une certaine vue sur le mode de vie en France, en banlieue notamment. Simplement pour dire que non, je suis pas du tout d'accord. Moi, Zemmour, c'est quelqu'un qui parfois m'irrite aussi, mais qui sur le fond est un grand débatteur parce que jusqu'à la preuve du contraire, intellectuellement, tous ceux qui lui ont été opposés étaient de purs médiocres. Tout à fait. Ouais. Voilà, ça c'est gros souci. Est-ce que Nolo est un pur médiocre? Nolo, c'est une grosse baudruche, avec 2 faillites. C'est une grosse baudruche, Nolo, manipulée par le groupe RTL M6, c'est tout, uniquement. Avec 2 faillites de maisons d'édition, quand même. Donc voilà, faut le savoir aussi, ça. Ouais. Voilà. D'accord, donc vous dites qu'il a eu personne pour lui répondre, quoi. Non, il a personne pour lui répondre, puis sur le fond, il a entièrement raison. Quand il compare l'islam au nazisme, il faut savoir qu'historiquement, le grand moufti et Hitler se sont rencontrés par 2 fois. Oui, non, enfin, c'est pas. Une autre histoire sur une stratégie militaire, et on peut dire aussi que. Le grand mufti a rencontré Hitler. Hitler a rencontré beaucoup de gens. C'est vrai, mais voilà, on va dire qu'il a rencontré de 1933 à 1945. Mais tant que le problème de l'islamisme ne sera pas réglé, on aura ce souci-là en France. Le problème de cette parole-là, c'est qu'on peut aussi comparer ce qu'a fait la chrétienté et les croisades. Enfin, on peut y aller, on peut jouer avec l'histoire et sortir des énormités comme ça. C'est là où je dis qu'il y a un principe de responsabilité. À un moment, on ne dit pas des trucs pareils. Sauf, il le fait avec un sourire. Vous regardez la vidéo, il y a un blanc dans la salle avant que les gens comprennent si c'était une blague ou pas. Il est facilement très fier de lui. Voilà, et donc voilà le petit sourire qui fait qu'on sait qu'il joue. Parce qu'il est très bon en rhétorique. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on a attaqué par exemple Éric Drouet quand il a dit on va aller à l'Élysée, on a dit on n'a pas le droit de dire ça, c'est scandaleux, c'est une atteinte à la République. Et là toute la bien-pensance est tombée sur lui en disant mais il n'a pas le droit de dire ça, etc. Éric Zemmour, il a une tribune où il dit à peu près tout ce qu'il veut depuis des années, et là ça continue, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Il a la LICRA qui va lui faire un procès, etc. Il va sortir un chèque de 5000 balles et il recommence. Il a les moyens. Et c'est quoi? En plus c'est une campagne de pub qui coûte vraiment pas cher. Il doit savoir. Je demande simplement à Éric Zemmour de prendre ses responsabilités et d'arrêter d'avoir des discours aussi fantasques. Simplement. De s'arrêter si c'est sa parole. Vous ne pouvez pas. Je lui demande d'avoir une parole de responsable. C'est pas compliqué d'avoir une parole responsable. Lui, il estime qu'il a une parole responsable en alertant sur l'islam. C'est ce qu'il dit. Ou alors on travaille sur le fond et on apprend à le réfuter correctement. Moi, je suis assez d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec votre auditeur quand il dit que sur le fond c'est une très grande pensée. Et Éric Zemmour est un éditorialiste qui manie des principes très confus, qu'il mélange les uns aux autres. Enfin, je veux dire, vous mettez Éric Zemmour devant un historien, n'importe quel historien. Mais ça a été fait quand son livre est sorti. Oui, n'importe quel historien démonte un à un tous les arguments de Zemmour, quelle que soit la ligne d'ailleurs politique de l'historien en face. Et c'est la seule chose à faire. Je veux dire, à un moment, il faut... Un livre de Gérard Noiriel sur le venin et sur le cas Zemmour qui explique le parallèle entre Drummond, qui était un grand polémiste antisémite des années 1900, et le cas Zemmour, et où il y a un parallèle vraiment. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent il dit des choses vraies, moi ce qu'il dit je n'entends pas ailleurs? Il n'a pas tort quand il parle de l'islamisme. Zemmour n'a pas tort. On a un problème d'islamisme en France. On a quand même plus de 230 morts. Et c'est des choses qui nous sont... On a un problème de terrorisme islamique en France, qui n'a rien à voir avec l'islamisme et qui n'a rien à voir avec l'islam. Quand on a une officine... Je vais faire mon islamo-gauchiste de base. Quand on a le CCIF qui reçoit des subventions d'État pour aller nous dire... Pour faire des batailles où en France on est même étonné de se dire mais comment le gouvernement, comment certaines institutions puissent les subventionner. Moi à chaque fois je suis complètement effarée. Quand on a encore des imams
des imams haineux salafistes qui ont des salles. Vous confondez deux choses. Vous confondez l'islam politique qui est un vrai venin pour la République et vous confondez le terrorisme. Et le problème, c'est que tant qu'on fait cette confusion-là, on sert l'islam politique. Non, l'islamisme et le... Non. Donc le terrorisme a quand même été commis au nom d'un idéal politique. Exactement. Ne confondez pas les islamistes politiques avec les terroristes, ce ne sont pas les mêmes. Le but est le même. Les salafistes ne veulent pas du terrorisme. Ça, vous vous trompez parce que... Non, alors ça, vous vous trompez complètement. Il faut voir où est l'argent. Allez, merci à vous, merci. On se retrouve demain dans un instant. Ce sera André Berkoff qui sera à ce micro. Effectivement, il sera avec Linda Kebab au téléphone pour parler des manifestations policières d'hier et de ce qu'elle a dit à propos des Black Blocs. Restez avec nous sur Sud Radio.